Des coups de feu claquent et Ouagadougou bascule dans l'urgence. Alors que la situation reste instable, des habitants sortent immédiatement, se regroupent et affichent leur solidarité sans attendre ni communiqué ni apaisement officiel. Quand la peur cesse d'être un réflexe de fuite et devient un réflexe de présence, que disent ceux de la conviction politique et de la légitimité que certains projettent sur Ibrahim Traoré? Cette nuit-là ne mesure pas seulement un incident, mais une relation de confiance mise à l'épreuve en direct. L'enjeu dépasse un simple événement sécuritaire. Il touche à la manière dont le pouvoir se construit quand l'État vacille, mais que la rue ne se retire pas. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas seulement perçu comme un chef militaire, mais comme un point de cristallisation pour des attentes accumulées autour de la souveraineté, de la sécurité et du rejet d'un ordre jugé inefficace. Si cette mobilisation spontanée protège, elle expose aussi un risque, celui de réduire l'espace du désaccord politique où toute critique peut être assimilée à une trahison. Comprendre cet équilibre fragile est essentiel pour lire ce qui pourrait suivre. En l'espace de quelques dizaines de minutes, des centaines de personnes convergent vers des points névralgiques de Ouagadougou alors que des tirs sont encore signalés. Ce détail compte car la mobilisation ne suit pas l'événement, elle se produit pendant que la menace est perçue comme active, ce qui change totalement la lecture politique de la scène. Pour comprendre pourquoi cette réaction a surpris, il faut revenir au contexte plus large. Le Burkina Faso traverse depuis des années une succession de crises sécuritaires, de transitions politiques et de ruptures avec des partenaires extérieurs. Dans cet environnement instable, la population a souvent été spectatrice de décisions prises loin de sa réalité quotidienne. Cette nuit-là, elle choisit au contraire d'occuper l'espace public sans consigne formelle, portée par des réseaux communautaires, des groupes de soutien et une lecture partagée du danger. Ibrahim Traoré apparaît alors, pour ses partisans, moins comme une figure institutionnelle classique que comme une ligne de fracture avec l'ordre précédent, associée à l'insécurité persistante et à une dépendance extérieure jugée humiliante. Toute tentative de le renverser est interprétée dans cette grille de lecture, non comme une lutte de pouvoir interne, mais comme une attaque directe contre une souveraineté encore fragile. Les vidéos d'amateurs, diffusées presque instantanément, montrent des foules organisées, des slogans clairs et une absence notable de panique généralisée. Ce contraste entre le danger objectif et la réaction collective nourrit un récit puissant, celui d'un peuple qui ne se contente plus d'attendre des explications officielles. Cette séquence pose une question centrale. Cette loyauté spontanée est-elle durable ou liée à un moment de tension extrême? Au cœur de cette mobilisation, il n'y a pas de leader civil clairement identifié, mais une dynamique collective portée par des figures ordinaires. Des jeunes sortent les premiers, relayés par des groupes de quartier, des anciens combattants démobilisés et des soutiens visibles du régime militaire. Chacun agit sans hiérarchie formelle, mais avec une compréhension commune de ce qui est en jeu cette nuit-là. Cette absence de coordination officielle renforce paradoxalement la crédibilité du mouvement, car elle suggère une impulsion venue de la base plutôt qu'un mot d'ordre orchestré. Un premier exemple illustre cet impact immédiat. Des témoins décrivent des rassemblements se formant pendant que les forces de sécurité tentaient encore d'évaluer la menace. Les civils ne bloquent pas l'action militaire, mais occupent l'espace symbolique, envoyant un signal clair de soutien. Dans un autre exemple, l'élévation du seuil d'acceptabilité du risque pour les citoyens eux-mêmes. Sortir sous les tirs devient un acte normalisé. Ce point est crucial, le soutien protège mais il engage. L'activation commence brutalement, sans annonce préalable. Des détonations sont signalées dans plusieurs zones, suffisamment distinctes pour être perçues comme autre chose qu'un incident isolé. L'information circule d'abord par des messages fragmentaires, des appels, puis des vidéos courtes, souvent instables, qui confirment une chose essentielle. La situation n'est pas encore sous contrôle. À ce stade, l'incertitude domine et c'est précisément dans cet intervalle que la dynamique bascule. Le premier mouvement vient des quartiers proches des axes stratégiques. Des groupes se forment presque simultanément, sans coordination centrale visible. Les gens ne disposant pas de certitude, seulement d'une interprétation partagée.
Une tentative de rupture politique est en cours. Cette lecture précède toute déclaration officielle. Elle s'appuie sur l'expérience récente du pays, marquée par des changements de pouvoir rapides et souvent violents. Dans ce contexte, l'inaction est perçue comme un risque en soi. Un moment décisif apparaît lorsque la foule devient visible et assumée. Les rassemblements ne se contentent plus d'exister, ils prennent position, des slogans apparaissent, des prises de parole improvisées s'enchaînent et un message se fixe progressivement, le refus d'un renversement par la force. Ibrahim Traoré est alors explicitement nommé comme le point de référence de cette opposition. Le soutien n'est pas abstrait, il se concentre sur sa personne, présentée comme le symbole d'une rupture déjà engagée avec l'ordre antérieur. À ce moment précis, deux dynamiques se superposent. D'un côté, les forces de sécurité cherchent à contenir la menace initiale, à évaluer son ampleur et à prévenir une escalade armée. De l'autre, la présence civile modifie l'équation. Toute action devient immédiatement observable, filmé, interprété. Le terrain n'est plus seulement militaire ou politique, il devient narratif. Ce glissement augmente le coût symbolique de toute initiative perçue comme hostile au pouvoir en place. Les conséquences apparaissent dans les heures qui suivent. Les images circulent largement, renforçant l'idée que la tentative a échoué face à une double barrière institutionnelle et populaire. Les discours prononcés insistent sur la discipline, la vigilance et la continuité de la mobilisation. Le message adressé aux opposants potentiels est clair. Toute nouvelle tentative rencontrera non seulement l'appareil sécuritaire, mais aussi une population prête à se montrer. Cependant, cette séquence produit aussi des effets secondaires. En s'érigeant en rempart actif, la rue devient partie prenante du rapport de force. Elle ne se situe plus seulement en aval des décisions politiques, mais en amont comme facteur dissuasif. Cela renforce la position d'Ibrahim Traoré à court terme, mais redéfinit aussi les attentes placées en lui. Le soutien exprimé crée une obligation implicite de résultats, notamment sur la sécurité et les conditions de vie. La ligne des événements ne se ferme donc pas avec l'échec apparent de la tentative. Elle ouvre une phase nouvelle où chaque action future sera lue à la lumière de cette nuit. L'activation a été spontanée, le moment spectaculaire, mais les conséquences, elles, s'inscrivent dans la durée. Avant cette nuit, la situation habituelle est celle d'un pays habitué aux alertes sécuritaires, mais aussi à une certaine distance entre la rue et les centres de décision. Les tentatives de déstabilisation passées, réussies ou non, se sont généralement jouées à l'intérieur des casernes, des cercles politiques ou des négociations fermées. La population observait, commentait, subissait parfois les conséquences, mais intervenait rarement de manière immédiate et visible pendant l'événement lui-même. Le changement observé ici tient au timing. Des témoignages et des images montrent que les rassemblements civils commencent alors que la situation est encore décrite comme en cours. Cette simultanéité est un premier élément déterminant. Elle signifie que la réaction ne relève pas d'une mobilisation a posteriori, souvent plus sûre et plus symbolique, mais d'une prise de risque en temps réel. La distance temporelle entre le danger perçu et la réponse collective se réduit presque à zéro. Un autre élément important concerne la nature des acteurs mobilisés. Les vidéos diffusées en montrent une diversité visible. Jeunes, adultes, figures communautaires, anciens militaires. Cette hétérogénéité contraste avec des mobilisations plus classiques, souvent portées par un groupe social ou politique identifiable. Ici, l'absence de bannière unique ou de structure formelle suggère une adhésion transversale, difficile à attribuer à une seule organisation ou à une manipulation centralisée. Un troisième élément marquant porte sur la vitesse de diffusion de l'information. Les images circulent quasi instantanément, amplifiant la perception de masse et créant un effet d'entraînement. Ce phénomène transforme chaque groupe local en signal national. Là où auparavant, une tentative de coup pouvait rester partiellement opaque pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, elle devient ici immédiatement lisible par l'opinion publique. Cette transparence forcée modifie l'équilibre stratégique entre acteurs. La différence entre la situation précédente et celle observée est nette. Avant, le pouvoir se mesurait principalement à la capacité de contrôler l'appareil sécuritaire et les canaux officiels. Après cet épisode, un paramètre supplémentaire s'impose, la réaction populaire spontanée comme facteur de stabilisation ou de dissuasion.
Ce déplacement n'est pas quantifié en pourcentage, mais il est observable dans la dynamique des faits rapportés et dans la tonalité des discours tenus sur le terrain. Pour Ibrahim Traoré, cet changement représente un gain immédiat en capital symbolique. Être défendu publiquement sous la menace renforce l'image d'un dirigeant perçu comme aligné avec une partie significative de la population. Mais ce gain s'accompagne d'un coût latent. Plus la mobilisation est présentée comme massive et décisive, plus l'attente de résultats concrets devient forte. La preuve ici ne réside pas dans des chiffres officiels, mais dans la rupture tangible des comportements collectifs. En résumé, la situation de départ était celle d'une population en retrait relatif. Le changement observé est celle d'une population qui intervient immédiatement, visible et assumée. Ce déplacement constitue l'un des enseignements centraux de la séquence. Un premier argument critique avance que cette mobilisation populaire, aussi visible soit-elle, ne prouve pas une adhésion majoritaire durable. Selon cette lecture, les foules observées reflètent un moment émotionnel intense, amplifié par la peur et par des réseaux de soutien déjà existants. L'argument souligne que l'absence de manifestations contraires ne signifie pas consensus, mais plutôt prudence ou silence dans un contexte perçu comme dangereux. En ce sens, l'événement dirait peu de choses sur l'opinion profonde du pays et beaucoup sur la dynamique d'un instant. Un second argument insiste sur le risque institutionnel. Quand des civils se portent spontanément au devant d'une menace armée pour défendre un dirigeant, la frontière entre soutien citoyen et pression politique devient floue. Les critiques estiment que cette logique peut fragiliser l'état de droit en assimilant la contestation à une hostilité envers la nation. À terme, cela pourrait réduire l'espace du débat public et installer une confusion durable entre loyauté politique et sécurité nationale. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils pointent des dérives observées ailleurs dans la région. Toutefois, les éléments rapportés permettent aussi une réponse nuancée. D'abord, le facteur déterminant ici n'est pas uniquement la taille des rassemblements, mais leur temporalité. Le fait que des civils se mobilisent pendant que la situation est encore incertaine distingue cet épisode d'une démonstration organisée a posteriori. Ce critère réduit, sans l'annuler, l'hypothèse d'une simple mise en scène. Ensuite, la diversité visible des participants complique l'idée d'un noyau militant unique imposant sa lecture au reste de la société. L'hétérogénéité sociale observée suggère une identification plus large à la figure défendue, en l'occurrence Ibrahim Traoré, perçu par ses soutiens comme un symbole de rupture plutôt que comme un simple détenteur du pouvoir. Enfin, le risque de fermeture politique existe, mais il n'est pas mécanique. Il dépendra des choix faits après l'événement. Une mobilisation populaire peut soit servir de levier pour élargir le contrat social, soit être instrumentalisée pour restreindre la critique. À ce stade, l'épisode fournit des signaux, pas une trajectoire figée. La force de la réponse critique réside donc moins dans sa capacité à invalider l'événement que dans l'avertissement qu'elle adresse sur ses usages possibles. La rue devient un acteur décisif et cela change la suite. Ce basculement marque un moment charnière de la séquence. Jusqu'ici, la rue était un baromètre, parfois un amplificateur, rarement un facteur immédiat de décision. Cette nuit-là, elle s'impose comme un élément structurant du rapport de force. Le soutien populaire ne se contente plus de commenter le pouvoir, il l'encadre, le protège et, indirectement, le contraint. Cette transformation change la lecture de l'événement, mais aussi celle des étapes à venir. Pour Ibrahim Traoré, cette irruption populaire agit comme un révélateur. Elle confirme une identification forte entre une partie de la population et sa trajectoire politique, mais elle redéfinit aussi sa marge de manœuvre. Être défendu dans l'urgence crée une dette symbolique. Chaque décision future sera évaluée à l'aune de cette nuit, comme si un contrat tacite venait d'être scellé sans négociation formelle. Ce moment marque également un tournant narratif. Les tentatives de déstabilisation ne se jouent plus uniquement dans l'ombre des casernes ou des alliances discrètes. Elles doivent désormais intégrer une variable supplémentaire, la réaction immédiate des citoyens. Cela complique toute manœuvre rapide et réduit l'espace du secret. Le pouvoir se déplace partiellement du contrôle institutionnel vers la capacité à maintenir une confiance active. Ce milieu de parcours n'apporte donc pas une réponse définitive, mais un déplacement clair. Le centre de gravité politique vient de changer.
Pour l'État, l'effet immédiat est un renforcement de la position du pouvoir en place. La réaction populaire agit comme une couche supplémentaire de dissuasion face aux tentatives de rupture institutionnelle. Elle signale que toute manœuvre future devra compter non seulement avec les forces de sécurité, mais aussi avec une opinion prête à se manifester rapidement. À court terme, cela stabilise l'exécutif. À moyen terme, cela crée une attente accrue de résultats car un État soutenu publiquement ne peut plus invoquer uniquement l'instabilité pour justifier l'inaction. Pour les entreprises et l'activité économique, l'impact est plus ambivalent. D'un côté, l'échec apparent de la tentative rassure sur la continuité du pouvoir et réduit l'incertitude immédiate. De l'autre, la visibilité de la tension rappelle la fragilité du contexte sécuritaire. Les acteurs économiques locaux observent attentivement si cette démonstration de soutien se traduira par des décisions plus prévisibles, notamment sur la sécurité des axes, la gouvernance et les relations extérieures. Pour les citoyens, la conséquence est double. Beaucoup ressentent une forme de fierté et de réappropriation du destin collectif. Ils n'ont pas attendu, ils ont agi, mais cette implication directe a un revers. Elle normalise l'idée que la population doit se mobiliser physiquement pour protéger l'ordre politique, ce qui peut accroître la pression sociale sur ceux qui choisissent la prudence ou la distance. Le coût individuel du désengagement augmente. Pour la région, enfin, le signal envoyé dépasse les frontières. Dans un Sahel marqué par des transitions militaires et des crises de légitimité, l'image d'un dirigeant défendu spontanément par la rue pèse lourd. Ibrahim Traoré apparaît comme un cas à part où la légitimité ne repose pas uniquement sur l'appareil coercitif, mais sur une identification populaire active. Cette perception influence les calculs des acteurs voisins, qu'ils soient étatiques ou non. Ces 4 niveaux montrent que l'événement n'est pas clos. Il redistribue les cartes, crée des avantages immédiats, mais installe aussi des contraintes nouvelles. La conséquence la plus durable pourrait être invisible, une redéfinition silencieuse de ce que signifie gouverner sous le regard permanent de la rue. La séquence se referme sans nouvelle tentative immédiate et le pouvoir consolide sa position. La mobilisation populaire sert de référence implicite. Elle est rappelée dans les discours comme preuve d'un lien direct avec la population. Dans ce cadre, la gouvernance privilégie la continuité et la sécurité avec des décisions visant à éviter toute perception de faiblesse. Si cette trajectoire se confirme, la stabilité relative dépendra de la capacité à produire des améliorations visibles, même modestes, sur les enjeux quotidiens. Sans résultat tangible, le capital symbolique accumulé risque de s'éroder progressivement. L'épisode agit comme un déclencheur de réformes ciblées. Le soutien populaire est interprété comme un mandat conditionnel ouvrant un espace pour renforcer la transparence, clarifier les priorités sécuritaires et rééquilibrer la relation entre pouvoir et citoyen. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré utilise la légitimité acquise pour élargir le dialogue et transformer une mobilisation de crise en participation plus structurée. La rue cesse alors d'être seulement un rempart émotionnel et devient un partenaire civique, réduisant le risque de nouvelles tensions brutales. La mobilisation est instrumentalisée comme justification d'un resserrement politique. Toute critique est assimilée à une menace et l'événement est constamment invoqué pour disqualifier l'opposition. À moyen terme, cette logique accroît la polarisation et transforme la loyauté en obligation. Le soutien populaire, initialement spontané, devient attendu, voire exigé. Dans ce contexte, la stabilité apparente masque une fragilité accrue car la moindre fissure peut provoquer une réaction disproportionnée. Ces 3 trajectoires ne sont pas exclusives, des éléments de chacune peuvent coexister. Le point décisif réside dans le si. Alors, si le pouvoir lit cette nuit comme un chèque en blanc, alors le risque de durcissement augmente. Si au contraire, elle est comprise comme un avertissement autant qu'un soutien, alors elle peut servir de base à un ajustement durable. La période à venir ne jugera donc pas l'événement lui-même, mais la manière dont il sera utilisé. Pour une première catégorie de spectateurs, ceux qui vivent la situation depuis l'intérieur du pays, l'épisode agit comme un miroir. Il renvoie à une expérience directe de l'incertitude et à la décision individuelle de participer ou non. Voir des civils sortir sous la menace peut susciter de la fierté, mais aussi un malaise. Jusqu'où un citoyen doit-il s'exposer pour défendre un ordre politique et à partir de quel point la prudence devient-elle une faute morale ?
Pour un second groupe, plus distant géographiquement, mais attentif à la région, l'événement sert de grille de lecture. Il interroge les formes contemporaines de légitimité au Sahel, où le soutien populaire visible semble parfois compter autant que les procédures institutionnelles. Cette lecture pousse à comparer, à relativiser et à se demander si ce modèle est transposable ou s'il reste lié à un contexte très spécifique. Un troisième groupe, enfin, observe avec une préoccupation plus pratique. Il s'agit de ceux qui s'intéressent aux effets concrets sur la stabilité, l'économie et la sécurité quotidienne. Pour eux, la question centrale n'est pas symbolique mais fonctionnelle. Cette mobilisation réduit-elle réellement les risques futurs ou ne fait-elle que déplacer les tensions vers d'autres formes moins visibles ? À ces différents niveaux, l'épisode invite à une réflexion simple mais exigeante. Soutenir un pouvoir dans l'urgence peut renforcer la cohésion, mais cela crée aussi des attentes durables. Une action possible, même modeste, consiste à rester attentif aux suites, à distinguer le soutien à une trajectoire du soutien inconditionnel à une figure et à préserver un espace de questionnement. L'événement touche donc chacun différemment, mais il pose une interrogation commune. Comment transformer un moment de crise en engagement lucide sans perdre la capacité de douter ? Il devient d'abord nécessaire de clarifier le cadre. Après un épisode aussi chargé symboliquement, il devient essentiel de distinguer le soutien exprimé dans l'urgence des mécanismes ordinaires de gouvernance. Cela implique, pour les autorités, de rappeler publiquement que la protection populaire ne remplace ni les institutions ni les procédures, mais qu'elle en souligne les attentes. Cette clarification réduit le risque d'amalgame entre loyauté citoyenne et obligations politiques. Ensuite, l'attention doit se porter sur la sécurité tangible. Si la mobilisation a été justifiée par la peur d'une rupture violente, alors des éléments concrets doivent de suivre: sécurisation visible de zones sensibles, communication régulière sur les risques et réponses proportionnées. Sans entrer dans des chiffres précis, la population doit percevoir une évolution tangible entre l'avant et l'après de cette nuit. C'est sur ce terrain que la crédibilité d'Ibrahim Traoré sera la plus directement évaluée. Pour moi, il faut se concentrer sur le canal du dialogue. Transformer une réaction spontanée en engagement durable suppose d'ouvrir des espaces d'expression encadrés où le soutien peut coexister avec la critique. Cela peut passer par des consultations, des relais communautaires ou des mécanismes de remontée d'informations qui évitent que la rue ne devienne l'unique mode d'interpellation. À un autre niveau, il s'agit de la gestion du récit. L'événement ne peut rester figé comme un mythe fondateur constamment invoqué. Il doit être replacé dans une chronologie, reconnu pour ce qu'il a été, puis dépassé. Continuer à s'y référer sans cesse risquerait d'en épuiser la force et de rigidifier la relation entre pouvoir et citoyen. Enfin, vient le temps de l'évaluation. À moyen terme, la question n'est pas de savoir si la mobilisation était juste ou non, mais si elle a produit des effets bénéfiques durables. Cette évaluation, même qualitative, conditionnera la solidité du lien établi cette nuit-là. C'est à ce niveau que le soutien initial peut se transformer en confiance stable ou se dissoudre. Revenir à cette nuit, c'est revenir à une image simple, des personnes ordinaires, sorties sans consigne, guidées par une conviction plutôt que par un plan. Ce motif, apparu plus tôt avec les rassemblements improvisés, revient ici comme un fil conducteur. Il ne s'agit pas d'héroïsme spectaculaire, mais d'un choix collectif fait dans l'incertitude. Ce choix a donné un sens immédiat à l'événement, bien au-delà des coups de feu eux-mêmes. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré est devenu à cet instant un symbole condensé de cette décision. Rester debout quand l'ordre vacille, mais un symbole n'est jamais figé. Il vit de ce qu'il permet ensuite. La fidélité exprimée cette nuit-là n'était pas une conclusion, mais une ouverture. Elle disait « Nous sommes là ». Pas tout est acquis. Le rappel le plus fort n'est donc pas celui de la peur, mais celui de la responsabilité partagée. Quand la rue s'engage ainsi, elle ne délègue pas totalement son avenir, elle le met en jeu. Ce moment appelle moins une célébration permanente qu'une mémoire active, capable de rappeler pourquoi le soutien a émergé et ce qu'il exige en retour. Le soutien engage autant qu'il protège. Cet épisode laisse une trace qui dépasse le cas précis étudié.
Il invite à observer autrement la relation entre pouvoir, sécurité et citoyens, surtout dans des contextes où les institutions sont mises sous tension. Plutôt que de chercher des héros ou des coupables, il encourage à poser des questions plus lentes. Comment naît la légitimité? Comment se maintient-elle? Et à quelles conditions peut-elle rester ouverte au débat? Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher définitivement, mais de suivre les conséquences. Les prochains mois diront si cette mobilisation restera un repère isolé ou si elle s'inscrira dans une trajectoire plus large. Regardez ces évolutions avec attention, comparer les promesses aux actes et distinguer le soutien critique de l'adhésion aveugle sont déjà des formes d'engagement. Ce récit ne se ferme donc pas ici, il se prolonge dans les discussions, dans les analyses partagées et dans la manière dont chacun interprète les signes à venir. La question finale reste ouverte. Volontairement, quand un peuple se lève pour protéger un pouvoir, comment s'assure-t-il que ce pouvoir continue ensuite à le protéger à son tour?